Le bénévolat, c'est à titre de citoyen, tu décides de t'engager comme ça parce qu'il y a une cause qui te tient à cœur, il y a un développement de quelque chose dans ton entourage qui te tient à cœur. Fait que là, tu décides de t'impliquer comme ça dans tes temps libres, puis c'est ton nouveau loisir, mais au moins tu es productif. Tu vas produire quelque chose, puis tu as l'intention de faire des changements dans la société. Ou ça peut être des gens qui vont s'occuper des petits au hockey, au soccer, puis ça peut être des gens qui vont s'occuper des causes environnementales comme celle de préserver des milieux naturels. Le bénévolat, c'est une implication citoyenne qui a pour but souvent d'aider. C'est du temps que quelqu'un va donner à un organisme ou une cause, et que ce soit social ou environnemental. Pour moi, c'est ça du bénévolat. C'est de donner de son temps, oui. Ici, en 2008, on dormait un petit peu au gaz dans le coin. On avait des beaux milieux naturels, une grande forêt. C'est une des dernières grandes forêts de la région de Montréal. Puis on s'est aperçu que c'était du terrain privé, puis qu'il y avait des plans du développement résidentiel autour de ça. Puis on s'est dit, bien, peut-être qu'on pourrait essayer de préserver ça puis de sauver ça. Fait que depuis ce temps-là qu'on travaille là-dessus, puis ça va bien. Là, on a travaillé fort là-dessus. On travaille en collaboration parce que Héritage Saint-Bernard a comme mission de protéger des milieux naturels. Et Guy, avec son organisme, c'est sûr qu'on est complémentaires dans cette action-là. Il y a d'autres groupes aussi, le comité de citoyens de Ville-de-Léry, qui veut protéger son territoire. Alors, tout le monde ensemble, avec d'autres organismes environnementaux comme Nature Action Québec et même la Ville de Châteauguay, bien, tout le monde ensemble, on fait des efforts là, pour protéger tout ça. Souvent, ce que je dis à la blague, c'est que nous sommes tous des Smarties, tu sais. On a tous des couleurs différentes, mais le cœur, c'est du chocolat dans le cas de la Smarties, mais dans notre cas, c'est cet amour de protéger l'environnement et la nature. On a quand même notre couleur à nous pour la défendre. Et Guy a sa couleur bien à lui. En 2008, bien là, on a pris conscience de la valeur. On a commencé à prendre conscience de la valeur écologique de la biodiversité qu'il y avait ici. C'était une forêt exceptionnelle. C'est une des forêts les plus riches du sud du Québec. Puis après ça, on s'est dit, y a-t-il moyen de sauver ça? Là, on a découvert qu'il y avait des moyens de sauver ça, de mettre ça en conservation. Il y avait des organismes comme Conservation de la nature, Nature Action Québec, qui s'occupaient de faire de la préservation, mais il fallait d'abord avoir une volonté politique pour procéder à ces conservations-là. Fait que là, on a commencé à s'occuper de la volonté politique. Fait que là, on a mobilisé des gens. Guy, ça fait très longtemps que je le connais. Ça fait au moins 30 ans que je connais Guy. C'est un gars c'est un grand utilisateur de la nature. Guy fait beaucoup de ski de fond, de marche en forêt, d'ornithologie, fait beaucoup de vélo. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de plein air et s'intéresse également à la nature. Et il y a à peu près 4 ou 5 ans, on a eu un problème, c'est qu'il y a des promoteurs privés qui ont déboisé environ 500 000 pieds carrés de forêt située près du parc Fernand-Séguin. Et ça a vraiment fait une bombe dans la communauté. Et Guy, comme citoyen, a décidé de créer son organisme qui s'appelle SOS Fernand-Séguin, Forêt Fernand-Séguin, pour essayer de faire quelque chose pour contrer le déboisement de cette merveilleuse forêt-là, qui fait partie d'une trame verte qui part du Centre écologique Fernand-Séguin jusqu'à l'île Saint-Bernard où nous sommes aujourd'hui. Alors, Guy a eu l'intelligence de créer son groupe et surtout la passion de le maintenir en vie depuis 4 ans. Alors, il met beaucoup d'efforts dans son organisme citoyen et il est au cœur de cette réussite-là qu'on a présentement. On y arrive, là, on commence à toucher à certains résultats positifs pour la protection et c'est beaucoup Guy et les gens qui l'entourent, là. Il a su allumer quelque chose chez les gens, une passion, et il a le talent de maintenir cette flamme-là en vie pour protéger ce territoire-là. Il faut. Si on regarde un petit peu l'histoire, l'histoire sociale des 100 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des avancées sociales, des dossiers qui ont avancé, c'est parce que c'est des citoyens qui se sont impliqués, là. C'est vraiment incroyable. C'est la base même, là.
même les politiciens les mieux intentionnés, s'ils n'ont pas des groupes de pression de citoyens pour les aider à faire avancer des causes, ils n'avanceront pas. Fait qu'imagine des politiciens mal intentionnés. C'est sûr qu'on n'avancera pas, on va reculer, mais toute avancée sociale va dépendre de l'implication citoyenne, toujours. Toujours. Bien, c'est hyper important. Sans l'implication citoyenne dans des causes, bien, il ne se passe rien. La nature a horreur du vide, mais c'est la même chose au niveau social. Si tu ne prends pas ta place dans la société, si tu n'occupes pas une niche pour protéger une cause, bien, il n'y a personne qui va s'en occuper à ta place, puis il y en a d'autres qui vont justement occuper cette niche-là pour autre chose. Alors, tu dois nécessairement faire de la politique, c'est ça. On ne parle pas de politique partisane, mais s'impliquer dans la vie de tous les jours de ta communauté, parce que tu es un humain qui travaille avec d'autres humains, c'est comme ça que tu vas changer les choses. Alors, l'implication citoyenne, elle est hyper importante. Bien, c'est un petit groupe, ça a commencé à 3-4, après ça, c'est monté à 10-12, puis on a fini par, selon les actions, des fois on était à 30-40, puis d'autres fois, sauf qu'on a réussi à mobiliser là, pas mal l'ensemble de la population. Juste donner un exemple, on a fait une pétition, puis on a ramassé 12 000 signatures, là, plus de 12 000 signatures. C'est pas rien. Puis la majorité de ces signatures-là, c'est des signatures à la main. Là. C'est pas des trucs Internet. Là. C'est vraiment... On a rencontré les gens, on a expliqué le dossier. Les gens ont décidé de signer pour nous appuyer. Puis après ça, on a monté, on a présenté des mémoires à la ville de Châteauguay, à la communauté métropolitaine de Montréal. Ça a été, ça aussi, des mobilisations assez exceptionnelles. Là. C'est vraiment spécial, la mobilisation qu'il y a eu là. Et ça, c'est important qu'il n'y ait pas seulement un organisme. Il faut que les citoyens se trouvent une niche à un moment donné. Et SOS, c'était la voie pour faire parler le monde plus fort, si tu veux. Guy a une personnalité forte, c'est un gars intelligent, c'est un gars intègre, c'est un genre de pitbull non plus, il ne lâchera pas le morceau. C'est un redoutable adversaire pour les gens qui vont à l'encontre de la protection des milieux naturels. Alors Guy, il ne lâchera pas. Il va aller à toutes les assemblées, puis il va convoquer les citoyens, il va faire signer des pétitions. Alors, ce genre d'individus-là, il n'y en a pas beaucoup, ils sont plutôt rares. Et ça prendrait plus de Guy Turcotte, justement, pour faire changer les choses. Alors, Guy a cette force-là, cette capacité-là. Mais quand on associe cette force-là avec d'autres acteurs, que ce soit Héritage Saint-Bernard ou le Comité de citoyens de Léry ou Nature Action, eh bien là, on a encore une force formidable de frappe. Là. On peut intervenir non seulement au municipal, mais on peut intervenir au niveau du gouvernement aussi. On peut s'adresser directement au premier ministre à ce moment-là, puis aux ministres qui sont là, puis on peut rencontrer des sous-ministres. C'est ce qu'on fait, là. Ah, comme je disais tantôt, c'est une des forêts les plus riches du sud du Québec. Il existe des classifications d'espèces rares et menacées. Ici, on en a presque une trentaine d'espèces rares et menacées. Autrement dit, si l'habitat disparaît, ces espèces-là vont disparaître. Là. Des arbres, on pense au carrier ovale. Des fleurs, il y en a plein de fleurs. Là. Ça, c'est dommage. À l'automne, on ne les voit presque pas, mais c'est au printemps. La plupart, c'est des fleurs printanières. Puis il faut d'abord faire de l'inventaire quand on dit qu'on était un petit groupe au début. Fait que là, il fallait avoir des connaissances en biologie, en botanique. Là, on s'est associé à des gens qui connaissaient la botanique. Ces gens-là ont fait des inventaires botaniques. Et après ça, on s'attaque aussi à l'urbanisme. Bien, il faut avoir des connaissances en urbanisme. Il faut avoir des connaissances en communication parce qu'il faut communiquer notre message pour mobiliser les gens. Fait qu'on a eu des amis, à force de réseauter. On a été chanceux. On a trouvé, je pense, les meilleurs dans chacun dans leur domaine. Puis on s'est monté une super équipe aussi. Puis comme individu bénévole, ce qui est le fun aussi, c'est qu'au travers de tout ce travail-là, tu apprends plein de choses. J'ai appris en botanique, j'ai appris en communication, j'ai appris en urbanisme, j'ai appris en législation. C'est régi par des lois, il faut que tu connaisses ces lois-là. Bien, la menace, c'est d'abord l'étalement urbain, puis c'est l'industrie de la construction qui est derrière ça, puis tout ce qu'il y a autour de l'industrie de la construction, là, c'est sûr. Tout le monde a de l'argent à faire avec ça, c'est officiel, c'est en gros terme avec ça.
Comme je disais tantôt, c'est une des forêts les plus riches du sud du Québec. Il existe des classifications d'espèces rares et menacées. Ici, on en a presque une trentaine d'espèces rares et menacées. Autrement dit, si l'habitat disparaît, ces espèces-là vont disparaître. Là. Des arbres, on pense au carrier ovale. Des fleurs, il y en a plein de fleurs. Là. Ça, c'est dommage. À l'automne, on ne les voit presque pas, mais c'est au printemps. La plupart, c'est des fleurs printanières. Puis il faut d'abord faire de l'inventaire quand on dit qu'on était un petit groupe au début. Fait que là, il fallait avoir des connaissances en biologie, en botanique. Là, on s'est associé à des gens qui connaissaient la botanique. Ces gens-là ont fait des inventaires botaniques. Puis après ça, on s'attaque aussi à de l'urbanisme. Bien, il faut avoir des connaissances en urbanisme. Il faut avoir des connaissances en communication parce qu'il faut communiquer notre message pour mobiliser les gens. Fait qu'on a eu des amis, à force de réseauter. On a été chanceux. On a trouvé, je pense, les meilleurs de chacun dans leur domaine. Puis on s'est monté une super équipe aussi. Puis comme individu bénévole, ce qui est le fun aussi, c'est qu'au travers de tout ce travail-là, tu apprends plein de choses. J'ai appris en botanique, j'ai appris en communication, j'ai appris en urbanisme, j'ai appris en législation. C'est régi par des lois. Il faut que tu connaisses ces lois-là. En tout cas, récemment, quand la municipalité régionale de comté de Roussillon a pris les choses en main, puis a adopté un règlement de contrôle intérimaire qui va geler, qui va protéger le territoire, l'intégrité du territoire, des milieux naturels ici, jusqu'à l'adoption finale des règlements de conformité pour se rendre conforme au plan métropolitain. Parce qu'au plan métropolitain, on est ciblé dans ce plan-là, c'est même marqué, le bois, Châteauguay-Corridor, Forestier, Châteauguay-Léry, comme un des bois prioritaires à préserver, puis même qu'on est dans les premiers, dans les prioritaires. Dans leur plan d'action, ils commencent ici, ils veulent commencer ici. Sauf que pour y arriver, ils ont besoin de l'implication des citoyens pour supporter cette cause-là. Bien, la création de SOS Fernand-Séguin. Quand il y a un problème ponctuel où il y a des promoteurs qui viennent détruire des arbres, puis ils détruisent 500 000 pieds carrés en l'espace d'une journée ou deux avec des machines gigantesques, on s'aperçoit comment c'est fragile tout ça. Et quand on rencontre des citoyens impliqués comme Guy, comme M. Boileau à l'époque, on a rencontré, puis on s'est dit, bien, il faudrait que se crée un nouvel organisme. Tout de suite, ces gens-là ont reçu l'appel et ont accepté de former un nouveau groupe qui s'appelle SOS Fernand-Séguin, qui a été créé spécialement et uniquement pour la protection de la trame verte. Alors, c'est un mouvement spontané de citoyens. Et puis après ça, c'est des pétitions. Il y a eu 12 500 signatures, je crois, à une pétition. Il y a eu le dépôt de 500 quelques mémoires par la suite. Et là, on a vu l'implication citoyenne. Les citoyens, quand tu leur demandes de participer à quelque chose, puis ils sont sensibles à la cause, ils vont participer. Et les médias sociaux nous aident énormément à aller chercher ces gens-là. Alors, ce que je me souviens, c'est la création de SOS Fernand-Séguin il y a 4 ou 5 ans, à partir d'un problème ponctuel qui est arrivé dans notre région, c'est-à-dire la destruction d'un bout de forêt. On était très, très chanceux. On n'a pas eu de ces phases-là de découragement. On avait des gros murs à abattre des fois, puis on était chanceux. Les événements ont fait que ça se présentait bien. À un moment donné, c'est sûr qu'à la ville de Châteauguay, il y a eu un changement au niveau municipal. Le nouveau conseil de ville était en faveur, c'était dans son programme de sauver cette forêt-là, de la partie qui appartient à Châteauguay. Ça fait que là, il y a eu ça, c'est une petite note encourageante. Après ça, il restait à convaincre la ville de Léry. Il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mais entre-temps est arrivé le plan métropolitain d'aménagement de la communauté métropolitaine de Montréal avec ses consultations. On a participé beaucoup à ça. On a soumis des mémoires. On était un exemple de mobilisation pour eux autres. Puis ça a confirmé aussi une espèce de vision d'aménagement. Tu sais, dans le fond, là, on n'est pas contre la construction ni le développement, sauf que le plan métropolitain d'aménagement a dit au monde, a dit à l'ensemble de la population de Montréal, regardez, on a un territoire qui est X, il est défini. Il y a 320 000 nouveaux unités de logement qui doivent se construire d'ici 2030. On aménage le territoire, on préserve les milieux naturels parce que c'est important d'en préserver 17, puis il faudrait même aller jusqu'à 30 on préserve les milieux agricoles, toutes les zones agricoles. On a des axes de développement de transport, puis au travers de ça, bien, on fait l'exercice, puis on a de la place pour mettre les 320 000. Fait que l'industrie de la construction, elle ne perdra pas rien au bout de la ligne. Elle va construire ces 320 000 unités de logement. Elle va faire de l'argent. C'est juste que ça ne sera pas sur la terre d'un tel qui est le chum de l'autre.
Ça va être là. Là, ça va être un développement intelligent. Puis c'est la première fois qu'il y a un exercice intelligent d'aménagement du territoire dans la grande région de Montréal. Toronto l'avait fait, New York l'avait fait, toutes les grandes villes du monde l'avaient fait, Montréal ne l'avait pas fait encore. Fait que là, ça nous donne un push. Fait que là, on aide, ça nous aide. Sauf qu'il reste encore du travail à faire parce qu'ils n'ont pas mis toute la réglementation contraignante en partant. Fait on continue le travail. Puis là, on est rendu là, puis ça va bien, là, ça progresse bien. Ça prend du temps. Des causes comme ça prend du temps. Il faut que tu y mettes le temps. J'imagine pendant au moins les 3-4 premières années. Les 3 premières années, c'était 20 heures, 30 heures par semaine de bénévolat là-dessus. C'est les soirs, la nuit, puis la fin de semaine. Il y a des sprints à un moment donné quand il faut que tu produises des rapports. Il y a des périodes plus intenses, des périodes électorales, des périodes de consultation publique. Là, il faut que tu mettes le paquet là-dedans. Là. C'est les heures. C'est sûr que quand c'est un huissier qui vient de porter un papier qui vient de la part d'un communicateur ou de quelqu'un qui est contre toi, c'est sûr que c'est un petit moment difficile. Tu dis, oups, on se demande là, si t'es pas dans la misère, puis tu ne prends pas des grosses misères, là, mais finalement, on s'en sort bien pareil. Là. Il n'y a pas eu de grands moments de découragement. Là. C'est une très bonne chose. Le plus difficile dans tout ça, c'est pas d'être découragé, c'est de rester calme devant des fois des attitudes arrogantes de certaines personnes, des attitudes méprisantes, là, tu sais. Bien, c'est toujours la passion de garder en tête que notre but, notre objectif dans ce dossier-là, c'est de protéger une ceinture verte qui est extrêmement riche et qui est documentée et qui est reconnue par les villes, par la MRC puis par le gouvernement. Alors, il faut toujours garder le cap et garder l'objectif. Aussitôt qu'on sent que ça peut déroger ou qu'il y a des acteurs qui veulent s'infiltrer pour construire des maisons ou construire des routes, il faut s'objecter. Et il faut tout de suite lever, comme on dit, lever le flag, puis avec les médias, toujours tout de suite dénoncer ce genre d'activité-là qui pourrait aller à l'encontre de la protection des milieux naturels. Et ça, on est très bon là-dedans, les groupes environnementaux, pour dénoncer et d'aller chercher les médias pour alerter la population. Bien, à la base, on est convaincu que c'est essentiel que ça soit préservé. C'est essentiel que les milieux naturels soient préservés. C'est la préservation de la biodiversité. C'est l'équilibre de l'écologie qui est essentiel à ça. La vie qu'il y a ici sert à tout le monde. Là. On pense juste ici, c'est un milieu qui va filtrer l'eau, qui va retenir l'eau, qui va filtrer l'eau. Tout ce qui est en bas, en s'en allant vers le lac Saint-Louis, s'il n'y avait pas ça ici, il leur faudrait un système incroyable d'irrigation, d'égouts pluvial, que ça coûterait des fortunes à faire. Puis, rendu au bout de ligne, l'eau serait ramassée là, ramasserait plein de contaminants des maisons, des développements, puis tout ça. On passe du Prestone jusqu'à l'huile à char, là, puis du sel, puis ça s'en irait dans le lac Saint-Louis. Sauf que si on arrive juste en bas au lac Saint-Louis, c'est la captation de l'eau pour toute la région de Châteauguay ici. Mercier dépend de cette eau-là. Sainte-Martine dépend de cette eau-là. Saint-Isidore dépend de cette eau-là. La ville de Léry, puis la ville de Châteauguay dépend de la qualité de cette eau-là. Fait que si on va polluer l'eau, on n'a même plus l'eau à boire. C'est la base de l'eau. Il y a d'abord l'air qu'on respire, puis la deuxième affaire, c'est de l'eau. Il faut de l'eau. C'est ça. Fait que déjà, ça fait un travail, ça rend des services à l'humanité. Fait qu'il faut le garder, refroidir la température aussi. On s'en va dans des périodes de changement climatique qui vont être épeurants. On va avoir besoin de ces espaces-là, c'est sûr. Puis en plus, pour la santé des gens, regarde tout le monde qui vient se promener ici, là, par un bel après-midi. Ça, là, ça vaut bien des pelules puis bien des Prozac. Puis d'ailleurs, il y a un hôpital qui n'est pas loin d'ici. Puis les gens viennent se promener ici pour se faire une petite santé mentale qui va avec ça. Puis c'est même d'ailleurs démontré scientifiquement que les gens qui sont en voie de guérison, quand ils sont en train de soigner une maladie, s'ils sont dans un milieu naturel, ils vont guérir plus vite. Tous les services rendus par la nature sont incroyables. Puis on commence à peine à connaître ça. Puis on commence même à les chiffrer, là, à mettre des dollars là-dessus. Construire un rapport de force en politique, c'est ça qui fait pencher la balance.
Les élus regardent, il y a combien de voteurs qui ont signé une pétition. Puis à un moment donné, ils vont dire, bien, je pense si je veux être réélu, je pense que je devrais écouter mes citoyens. Mais il faut que tu bâtisses ton rapport de force. Puis ça, c'est avec Facebook, puis c'est avec des pétitions, puis c'est en allant chercher la population. Ça, c'est difficile. Guy est excellent là-dedans. Je vois à Héritage Saint-Bernard, par exemple, on a à peu près 35 employés. Et la moyenne d'âge est pas mal plus jeune que 40-50 ans. Là. On parle de peu près de 25 à 28 ans, la moyenne d'âge. Et ces jeunes-là s'impliquent de façon formidable dans l'environnement. Alors, mais c'est une autre façon de s'impliquer. Aujourd'hui, avec Facebook et tout ça, puis les réseaux sociaux, depuis 5 ans, tout a changé dans la façon de s'impliquer puis de poursuivre un objectif de protection, par exemple, de l'environnement. Ça se fait pas de la même façon, nécessairement, mais les jeunes le font à leur façon. Le bénévolat, ça ne veut pas dire de le faire à un endroit précis ou d'une façon précise, mais c'est d'occuper un espace. Alors, occuper un espace sur Facebook, puis de mobiliser, puis de sensibiliser, puis de créer un mouvement, ça se fait n'importe où, là. Mais je sens que les jeunes sont là. Bien, c'est sûr que pour nous, les réseaux sociaux comme Facebook, c'est vraiment des outils puissants qui permettent de rejoindre un nombre important de gens rapidement. Puis à cette heure, c'est tellement instantané que si on lance un appel à tous pour une cause X, bien, les gens qui veulent s'impliquer, ils vont le manifester rapidement, là. Donc, que ce soit pour dénoncer une situation ou juste pour regrouper des gens à un endroit pour une séance du conseil municipal, par exemple, pour un enjeu environnemental important. Des choses comme ça, ça permet de mobiliser rapidement les gens. Ah ben oui, mais c'est sûr qu'on travaille à 100 en utilisant les médias sociaux. On n'a pas le choix. Moi, je suis un peu plus vieux. J'ai pas ce réflexe-là, cette connaissance que vous avez, vous, les jeunes, de tout ce qui est Internet. Mais les jeunes qui arrivent ici, ils sont nés avec ça. Alors, ils nous amènent nécessairement vers cette voie-là. Et nous, on l'exploite à 100 On utilise toutes ces formes de communication électronique-là. On n'est que là-dedans maintenant, avec les médias. Et aussi, l'autre côté, tout ça nous amène vers un rassemblement populaire physique à un endroit. Par exemple, à une séance du conseil d'une ville ou à la séance d'un conseil d'une MRC, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que les choses changent. C'est quand les gens sont dans la salle puis qu'ils lèvent la main puis qu'ils posent des questions. Mais pour amener les gens là, c'est formidable maintenant, Facebook, tout ça. Avec un clic, tu peux rejoindre 2000, 4000 personnes. Alors, c'est ce qu'on fait, là, SOS Fernand-Séguin et Héritage Saint-Bernard. C'est bien entendu. Pour la ceinture verte Château-Guéléry, on sait que ça tient à cœur à beaucoup de gens. Donc, quand il y a un point qui est discuté à l'ordre du jour d'une séance du conseil, par exemple, puis qu'on veut que les gens se présentent sur place pour manifester un appui, bien, les réseaux sociaux, c'est un bon outil pour faire ça également. On l'a vécu dans les derniers mois, là, une séance du conseil de la MRC de Roussillon. Ça a vraiment bien fonctionné. 200 personnes qui sont venues à la réunion, puis qui est en grande partie à cause des réseaux sociaux. Oui, plus que si on était passé peut-être par les réseaux traditionnels. Mais c'est aussi la rapidité, là. On n'a pas besoin de se prendre 3 semaines d'avance. Ça peut être quelques jours d'avance pour lancer une invitation, un appel à tous, puis les gens répondent assez rapidement, là. Je trouve que les jeunes sont assez formidables. Je les trouve plus éduqués qu'on l'était. J'aime beaucoup ce que je vois, moi, des jeunes. Sont intelligents, sont connaissants et ils peuvent s'informer rapidement. Puis, je trouve qu'on a de bons jeunes. Je regarde justement le printemps érable. J'étais fier des jeunes qui se sont levés pour avoir une meilleure société. Parce que quand on a vu les jeunes se soulever, c'était pas juste pour les frais de scolarité. Il y avait une indignation par rapport à des choses qui se passaient qui n'étaient pas correctes. Ça a débouché sur la commission Charbonneau aussi, on le voit présentement. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir.